Bonjour Surcouf. Bonjour Caillou. Ça fait très bizarre. Ça fait bizarre de se dire bonjour comme ça alors qu'on était en train de se parler il y a 4 secondes. Oui. Ouais, mais les gens qui nous entendent, eux, ils savaient pas qu'on était en train de se parler. Du coup, bonjour Surcouf. Bonjour. Okay. Qui s'appelle aussi Baptiste Pain, si j'en crois mon téléphone. Oui, tu ne t'es pas gouré. Et je me suis pas gouré, j'ai bien mis ça, je sais pas quand dans ma vie, mais j'ai écrit correctement ton nom dans mon téléphone. Tout le monde fait ça, généralement. Enfin, sauf moi sur beaucoup de gens. Alors Baptiste, bienvenue dans ce podcast. Ben merci. Toi tu es de quelle promo de l'NCE? La 2011. 2011, donc juste après moi quoi. Exactement. Ok, donc promo 2011, donc là ça fait combien de temps que t'es sorti? 9 ans que t'es sorti de l'école? Ouais, je crois à peu près dans ces eaux-là. J'avoue, j'ai pas tenu les comptes parfaitement à ce point-là. Mais... Ok, sur ces 8 ans du coup t'as fait que tout le temps la même chose, t'as fait plein de trucs différents, comment ça s'est passé? Raconte-moi tout. Pas du tout, ouais, je crois que je dois être parmi ceux qui ont le bon gros parcours chaotique au niveau de l'école. Donc tu compares sur un petit historique. Bien sûr, oui. Bah, juste après l'école, en fait, j'ai commencé à chercher des trucs en fait où j'hésitais entre deux domaines qui étaient plus la sécurité informatique ou me rapprocher plus de la 3D, de la réalité virtuelle. Oui, le grand écart quoi. Ouais, bah en fait j'avais vraiment pas d'idée sur lequel des deux domaines partir. Finalement, j'ai trouvé un job qui était chez Thales. En sécu du coup? Bah qui n'était pas réellement sécu, mais qui en fait en apparence semblait mixer un petit peu les deux. Mixer sécu et 3D? Ouais, réalité virtuelle. Ça a l'air super compliqué comme ça. Non mais ça a l'air juste, j'arrive pas à imaginer ce que vous faites du coup, comment... Non, mais en fait, au final, le service dans lequel je me suis retrouvé, c'était un service qui faisait de la pub pour vendre des radios sur des terrains d'opération. Et la sécurité du coup là-dedans, c'est quoi? C'était que les radios étaient du coup vachement sécurisées, mais en fait... Ok. Donc tu faisais plus de la 3D que de la sécu. Ouais, en fait c'était exactement ça, c'est-à-dire que le job était présenté sur une façon qui était où les deux domaines allaient être un petit peu analogues, et finalement, en fait, où j'ai vraiment fait quasiment que de la 3D, c'est que j'étais dans un service qui était... En fait, il y avait 20 personnes, mais la team avec laquelle j'étais, on était 4. Mm-hmm. Et donc généralement, en fait, c'était des intervenants extérieurs d'anciens militaires, plus d'autres gens du service de Thales qui venaient nous voir en disant oui, en fait, il faudrait faire tel terrain, faudra pas qu'on sache quel pays c'est, mais il faudrait que ce soit plutôt typé Moyen-Orient, ou plutôt typé un peu vers la Russie, ou des trucs comme ça, pour que les mecs... Pour le spot de pub 3D. Et en fait, c'était pas totalement un spot de pub, c'est-à-dire que c'était une sorte de planisphère 3D, sur lequel t'avais des terrains réels, mais où tu zoomais assez proche pour éviter tout problème de géopolitique pour montrer où c'était. Ouais. Et dessus, tu montrais comment la radio pouvait être importante pour la communication entre les différentes unités, etc. D'accord, c'était un outil pour arriver à démontrer ce qui était intéressant dans votre radio, c'est ça? Bah après, derrière, c'était un peu plus qu'un outil, c'est-à-dire que tu faisais plus de l'animation. Pour simplifier, c'est un peu comme si t'avais un Unreal ou un Unity, ouais. Et par-dessus, t'es en train de, toi, justement, faire un petit scénario qui va se dérouler tout seul, où le mec fait next, et que tu vois les gars qui courent, les avions qui arrivent, des flèches qui se font, en gros, qui te font, bon, tu faisais un peu du c'est pas sorcier, mais pour militaire, quoi. Ok. Ok, et ça a duré combien de temps, du coup? Ça, à peu près 1 an et demi, où, en fait, au final, j'ai fait de moins en moins de code, parce que, le job avait été présenté comme il cherchait un peu un profil un peu bâtard, qui était à la fois un peu créatif, qui faisait de la 3D, du Photoshop et un peu de code. Et bah finalement en fait je faisais beaucoup plus de Photoshop et de 3D que ce qu'ils pensaient, parce que c'était genre juste ouais, en gros on récupère un fichier 3D Snacks, on le convertit pour qu'on puisse l'utiliser, puis après les gars leur fait non mais sinon je sais modéliser, je sais faire de l'animation, je sais modifier des modèles, donc les gars ont fait ah ça nous intéresse. Donc du coup, et t'avais appris ça où à l'origine d'ailleurs? En full autodidacte. C'était avant l'école, pendant l'école? Bah les deux en fait. Je veux dire, j'ai réellement commencé un peu à Photoshop, je crois que je devais être en seconde quand j'ai commencé. Après Illustrator, After Effects, un peu dans les mêmes eaux, et la 3D, c'était vers la 1A au niveau de l'école, où j'ai un peu commencé à faire les mêmes noms. Ça marche. Très bien. Ouais. Donc suite à ça, au bout d'1 an et demi, je les ai quittés, parce que je voulais essayer de me lancer en freelance, plutôt partir sur justement faire de la 3D, vu que je faisais de moins en moins de code, en fait, quand j'ai commencé un peu à avoir un désintérêt qui s'est créé au niveau du code, et un intérêt qui était assez croissant au niveau de la 3D, parce qu'en fait, vu que j'en faisais maintenant à un niveau pro, je me rendais compte que le domaine était beaucoup plus dense et important que ce que je croyais. Ouais.
Et donc en fait pendant en fait quasi 8 mois, j'ai un peu fait une période de transi sur en gros en me renseignant sur la façon de créer une société, le freelance, commencer un peu les recherches de clients. Et en parallèle, vu que je considérais que j'avais pas un niveau qui était suffisant vraiment à titre perso, j'ai fait ce que t'appelles en fait dans le domaine de la 3D des everyday. Donc c'est-à-dire que chaque jour en fait tu dois faire une créa du début à la fin. En gros, tu crées une image par jour pour en gros essayer d'être plus efficace possible. Comment tu fais pour avoir une inspiration par jour? T'as des jours t'as pas d'inspi. Ouais. Mais tu fais quoi, un blob du coup? T'as des jours où c'est un peu ça. Des fois tu dis bon, donc tu te rends compte de l'intérêt d'Instagram et de Pinterest dans ces moments-là où tu scrolles, puis après tu fais oh deux trucs, je les combine et c'est le moment en fait aussi où le truc qui était super intéressant, c'est que t'as les premiers vraiment contacts que t'as là-dessus et que sur le fait d'un peu faire grossir une communauté, donc du coup gérer la communauté que tu crées, voir des gens qui essaient de t'approcher avec dans d'autres pays, donc certains qui ont strictement pas de thunes et qui te demandent des trucs. Tu parles de ce que tu postais toi sur ton compte, donc t'avais ta communauté de gens qui te suivaient, c'est ça? Ouais, exactement. Et du coup des gens commençaient à te contacter via les everyday que tu faisais sur Insta. Ouais. Cool. Ça veut dire que c'était quand même de bonne qualité quelque part. Ouais, je pense qu'à la fin, ça s'en rapproche un petit peu plus. Et en fait, après, résultat, un des soucis par contre que j'ai avec ça, c'est qu'il y a beaucoup de studios que je visais, dont celui avec lequel je bosse actuellement, que j'ai pu rencontrer parce que les mecs ils disaient en fait vous avez un style et puis une exécution qui est assez rapide, donc pour nous c'est cool, on veut se rencontrer, mais en fait il y en a plein qui m'ont dit par contre pour nous ce qui pêche c'est que vous faites pas d'animation, et les faites dans ce domaine les 3/4 du temps c'est ou de la pub ou du cinoche, et faut que ça bouge quoi. Les gars ils sont en mode oui c'est beau, c'est fixe, mais c'est fixe. C'est ça, ils disent en gros c'était ça, c'est vous les jobs vraiment de print, il y en a plus tant que ça, et maintenant si tu veux bosser dans un domaine comme ça un peu créatif, c'est animé quoi. Ouais. Du coup tu t'es mis à l'animation, j'imagine. Exactement. En fait les mecs ils m'ont dit ça, donc c'est-à-dire qu'en parallèle de l'EVD, j'ai commencé à faire un court-métrage où je me suis dit chaque jour en fait je vais faire tous les décors, les personnages, commencer les recherches de matériaux et autres. En fait les everyday c'était juste des bouts morceaux de ton court-métrage. Des morceaux de court-métrage que je postais pour faire en parallèle. Et du coup il est fini j'imagine ce court-métrage. Ouais. Maintenant on peut le voir alors. Oui. Maintenant je le trouve dégueulasse vu qu'il date d'il y a 4 ans. Quand tu vois un truc que tu fais à 4 ans, tu fais ah là il y a une erreur, Donc mais j'ai envie de le voir quand même. Ah ouais, pas de souci, je te filerai bien. Et justement, suite à ça, j'ai pu obtenir un des premiers gros contrats que j'avais eu, qui était avec un studio parisien avec lequel bosse beaucoup Michel Gondry. Je sais pas ce que c'est Michel Gondry. C'est un réalisateur français. C'est le mec, on va dire, pour faire simple, qui a réalisé Around the World de Daft Punk, le clip. Ah. C'est lui. Mais c'est vieux ça. Ah, c'est très vieux, mais le mec il est pas tout jeune. Ok. Et c'est même pas en 3D. Non, c'est même pas en 3D, c'est scandaleux. Et résultat, là c'était un des premiers gros jobs que j'ai fait où j'ai bossé sur une pub pour NSC, donc sur un cognac qui doit coûter l'équivalent de peut-être 8 mois de nos salaires. Oui, voilà. Donc ils avaient de quoi se payer de la 3D pour leur pub. Voilà. Et en fait, ce job où il était à la fois super intéressant et super bizarre, en fait, c'était un job ce que t'appelles de la direction artistique, en fait, dans ce domaine. C'est-à-dire que les mecs n'ont pas vraiment d'idée de ce qu'ils veulent, ou une petite idée de ce qu'ils veulent. Et toi, faut que t'arrives ou à faire de la proposition, ou justement à prendre leurs idées pour sortir une image et un peu le dire, ok, est-ce que c'est ça vraiment, et puis un peu les aiguiller. Et ça, c'était ton premier job en faisant de la 3D. Quoi. Ouais, en tant que vrai free, c'était mon premier gros job en tant que free. J'avais fait des micro-missions un peu avant, mais ça, c'était vraiment le premier gros job que j'ai fait, qui a duré 3 mois et demi. Entre la fin de ton CDI, j'imagine, à Thales, et ce premier contrat que tu as eu, t'as passé combien de temps à te construire ton image d'entrepreneur et à faire connaître je crois qu'on quasi un an au total en fait. Un an. Ouais. Donc c'est un an sans revenu quoi. Où je faisais des petites missions de façon sporadique ou pour récupérer un peu de thunes, mais ouais c'était un an où je savais que le truc je savais que j'étais un peu en transition, mais en même temps tu vois le niveau que tu commences un peu à prendre, et l'avantage aussi d'Instagram et autres c'est que tu vois tout ce que les gens postent et
à peu près le niveau des gens de l'industrie, donc ça te permet de te situer par rapport à eux. Enfin, t'en as, bon, ton roue sur la gueule, mais à un niveau astronomique, quoi. T'es là, tu fais, ok, j'aurais peut-être ce niveau dans 15 ans. Et après, tu regardes et tu fais, ah, c'est une Vietnamien de 14 ans. c'est très rare. C'est très rare, quoi. Mais généralement, les mecs ont des niveaux d'enflure, ils ont à partir de 30 ans, quoi. Ouais, il y a quand même du pex derrière. Ouais, c'est ça. C'est pas les génies. Et ceux qui vraiment sont jeunes, par exemple, t'as un mec qui en gros, je me rappelle plus la nationalité du mec. Le mec s'appelle Vitaly Bulgarov. Donc, il est pas américain natif, quoi. Mais le mec, en fait, je sais pas, il y a peut-être, 200 000 heures de vol derrière lui sur la 3D. Donc le gars, 24 ans, il te sort des trucs, tu fais et tu chiales quand tu vois la gueule du truc. Mais sinon, ouais, c'est plutôt, voilà. On va dire l'avantage d'Instagram, c'était ça, c'était surtout pouvoir un peu voir le niveau. Donc c'est t'as certains studios, justement, quand j'ai vu que je pouvais avoir une prod qui était un peu équivalente à des artistes qui bossaient chez eux, je me suis dit, ok, je peux tester. Ouais. Tu savais te juger, du coup, vu que t'avais ce point de référence, quoi. Ouais, que je considérais comme point de référence. Après, j'ai aussi pas mal testé de studios nord-américains dans un premier temps, ce qui était à peu près une erreur, en fait, parce qu'en fait, au début, j'étais persuadé qu'en étant freelance, je pourrais rester le petit français parisien qui allait bosser avec des studios plutôt californiens, Canada. Tu voulais bosser pour Pixar? Pas du tout, parce que Pixar, en fait, quand tu connais un peu leur méthode de recrutement, grosso modo, ils se pointent à la fin d'une promo des gobelins, et puis ils braconnent en disant, bon, ok, c'est qui le premier de la promo? Donc, pour lui, quoi. Enfin, c'est ultra schématique, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Grand studio, grande école. Voilà, c'est ça. Un peu comme les cabinets d'avocats qui recrutent à Harvard ou des trucs comme ça. Ouais, c'est ultra schématisé, c'est pas totalement comme ça. Et si vraiment tu veux, t'as peut-être moyen d'y avoir avec énormément de taf, en visant exactement les bonnes personnes, en faisant networking. Bon, tu voulais pas la Pixar, ok. Ouais. Ouais, non, mais de base, c'était plutôt l'industrie Cinoff. Je m'étais dit, ouais, franchement, c'est cool d'y aller, mais après, si vraiment t'analyses le domaine, tu te rends compte que tu peux pas la toucher difficilement sans être passé par la pub avant, sans contact, ou sans vraiment être sur place. Enfin, comme des mecs finalement comme Fincher ou autres ont fait, où il y a monté des jalons dans la pub avant de... T'as quand même travaillé pour des studios américains, du coup, alors non. Tu dis que ça a été une erreur, mais pourquoi? Alors c'était une erreur, en fait, parce que la plupart du temps, en fait, les mecs finalement te répondent assez vite, ce qui est cool quand même, parce que par rapport aux studios français, t'as un taux de réponse qui est beaucoup plus fort du côté américain. Mais on va dire t'as 95% du temps les mecs ils te font ok, on est hyper intéressés, on vous engage sur place pendant 3 ans. Ah ouais, mais faut aller aux États-Unis, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. T'as les gars ils te font ouais, nickel. Puis après des fois t'en as, en fait, tu causes un peu avec eux, puis ils te sortent des salaires qui ont l'air d'être intéressants, puis après tu leur demandes la vie où c'est, et généralement vu que les gars ils sont situés à Hollywood ou Los Angeles ouais, et en fait la vie est chère là-bas. Ouais. C'est pas un si gros salaire quand t'enlèves le loyer. C'est exactement ça. Ouais. Okay. Et niveau Canada, c'est à peu près le même combat. On va dire niveau salaire, ils sont assez intéressants. Niveau projet, par contre, ils bossent sur des trucs. T'as un des studios qui m'a répondu. En fait, c'était les mecs qui bossaient sur la tournée de News où en fait ils contrôlent Matthew Bellamy avec une main robotisée où le mec t'as l'impression qu'il tire des ficelles et tout. Et là, tu fais vous voulez vraiment bosser avec moi en fait. Ça a l'air cool, non? C'est ultra fat, mais là c'est à peu près le même concept. Ils te disent vous venez, mais 3 ans minimum. Ouais. Sur place. Et tu fais ouais, mais vous avez un bureau à part. Ils font oui, mais c'est pour la présentation, c'est pas. Ah, ils comptaient vraiment à ce que tu t'investisses dans leur projet toute ta vie, quoi. En fait. Enfin, que tu mettes ta vie dans leur projet pendant 3 ans, que ce soit. En fait, que tu sois pas un freelance de loin, etc. Ils voulaient que tu sois dans la team et tout ça, quoi, j'imagine. Ouais, en fait, c'est vraiment le fait d'être sur place. C'est-à-dire que t'as maintenant certains gros studios aussi, européens. Par exemple, un studio qui s'appelle Trickster qui fait énormément d'effets pour Marvel. Donc, je pense que t'as vu un Marvel. Oui, j'en ai vu. T'as vu leurs effets dernièrement, mais en fait, les mecs, niveau nationalité, ils bossent avec, je crois, 150 nationalités différentes, ce qui est trop classe. Mais en fait, leur studio, c'est à Berlin, et ils sont en mode, vous venez à Berlin. On s'en fout d'où vous venez. Par contre, en gros, dès l'instant où tu veux bosser un peu dans l'industrie du cinoche, ils ont, sauf si t'es un mec qui a une renommée internationale et où, voilà, t'as 15 ou 20 ans de métier, où tu sais qu'ils vont bosser avec toi parce que c'est toi qui vas avoir le lead design, en fait, tu viens sur place, quoi. Ok. Et du coup, alors, comment t'as fait si t'as pas pu aller... Enfin, je crois pas que t'as été aux États-Unis. Non, du tout. C'est pour ça qu'après, je me suis plus réorienté un peu vers les studios français européens en me disant, ouais, mais je
préfère, je préfère quand même plus rester sur place et j'avais pas forcément l'envie de partir à l'autre bout du monde par rapport à ça, quoi. Donc, et t'en as trouvé du coup? j'en ai trouvé, ouais. Donc franchement le truc se fait. Au début tu pars plus sur des petites missions. Des fois certains, par contre c'est totalement l'inverse. Ici, là, comme tu disais, le truc du cognac, les gars m'ont vraiment filé. Vraiment la direction artistique, c'est un truc où t'as à peu près, je passe 5 ans de job dans le domaine. Ça m'avait étonné justement que ce soit ton premier job, directeur artistique d'un truc. Genre, ok, ils t'ont vraiment fait confiance direct, quoi. Oui, mais après, le truc aussi, c'est un des moments où j'ai aussi un peu plus compris l'industrie de la publicité, c'est-à-dire que tu te rends compte que les gars avaient vraiment pas d'idée où ils veulent aller, puis en fait, ils m'avaient foutu plus en relation directement avec le réalisateur, et le réalisateur, c'était un peu, en fait, comme ça, le mec te propose un peu tes idées, et pendant ce temps, nous, on avance un peu en même temps en parallèle sur la prod. Parce qu'ils ont un peu pris un gars qui avait un toucher qui était ultra particulier, pour partir sur un truc un petit peu plus lisse, t'es très luxe, donc lumière très sharp. C'est dur à expliquer sans image à l'audio comme ça. C'est très dur à expliquer sans image. Parce qu'il me fait plein de gestes avec ses mains, mais vous voyez pas. Hein. C'est super dur à expliquer sans image. Donc premier job, c'était là-dessus, et je sais pas avec toi, mais aussi ça m'avait un peu surpris. J'étais là, vraiment, vous voulez qu'on fasse ça pendant tout ce temps? Et donc franchement le truc, c'était super bonne expérience. Très dense, mais super bonne expérience. Et suite à ça, en fait, en parallèle, justement, t'as un des projets que toi, t'avais peut-être entendu parler via une ex, qui était une start-up qu'on était en train de... au début, un side project qui était en train de se transformer en start-up derrière, qui s'appelait, à la base, Junto. Ça me dit quelque chose. Oui. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu ce nom. Mais qu'est-ce que c'était? Je me rappelle même plus. Eh bien, à la toute base, ça devait être une plateforme d'accompagnement pour l'organisation de tournois e-sport. Ah oui! Ah oui, c'est vrai. Mais c'est ton... Quand est-ce que c'est tombé à l'eau, ce truc? La boîte a fermé totalement il y a 1 an. Mais c'était une boîte? Oh, c'est devenu une boîte. Mais justement, au niveau parcours, en fait, c'est ça le truc. C'est-à-dire qu'en parallèle, en gros, il y a ça que je faisais qui était justement avec, t'avais Sakos, t'avais Next, t'avais Ren, t'avais Alix et t'avais Kara. Ouais. On faisait ça en parallèle, qui était un side project. Et t'as un moment, en fait, où justement, on est arrivé à un point où on se dit, est-ce qu'on ne créerait pas, justement, où on n'essaierait pas de créer une start-up pour voir si on arrive à pousser le truc plus loin. Ouais. Et vous avez pas réussi? Bien. Spoiler alert, non. C'est pas fort de moi, mais spoiler alert, non. Mais le truc, ça s'est fait que en fait, on a continué un peu le développement en parallèle de nos tafs, et t'as un moment où justement on s'est dit, bon ok, qui c'est qui est chaud pour... Ouais, c'est trop dur de faire ça à côté du taf. En fait, c'était pas faisable. On s'est rendu compte que si jamais on prenait pas un moment pour essayer de lancer le projet, ça ne se ferait pas. Donc en fait, c'est ça l'expérience d'après, en fait. Où après mes premiers vraiment gros jobs en free, je me suis aussi posé la question, du coup, est-ce que je pars dans une création de start-up, ou est-ce que du coup j'abandonne complètement le navire sur la création de start-up et je leur dis en fait je reste complètement dans l'industrie côté créa pur, et puis j'essaie un peu de partir plus sur le marché parisien. Et au final, après m'être un peu auto-sondé sur le truc, je me suis dit que j'essaierais du coup de faire l'inverse, donc continuer de prendre du level sur toute la partie vraiment 3D, et garder en gros le concept de start-up pour essayer de voir si on pouvait le pousser le plus loin possible. Ça a été jusqu'où du coup? Et ça a duré pendant le moment où on a réellement créé la boîte, ça a duré pendant 1 an et demi. Pendant 1 an et demi, c'était une boîte de side project de gens. C'était pas une boîte de side project, c'est vraiment devenu une start-up. Qui était full-time dessus? Qui était full-time, du coup il y avait Sakos, t'as Nounours qui nous avait rejoint, t'avais du coup moi, et puis un mec qu'on a recruté à l'incubateur qui s'appelait Adomien, qui était un codeur qui venait de l'IMT, qui était pas du tout un mec de l'école, mais qui défonçait complètement, une brute absolue au code, quoi. Okay. Le mec il avait pas son diplôme d'ingé, il était déjà free, et il gérait 4 clients en parallèle. Ok. Voilà, donc tu fais bon plutôt. Ça va. Alors, qu'est-ce qui a pas marché dans cette aventure?
Pourquoi 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 aujourd'hui Junto n'est pas une plateforme d'organisation de tournois en ligne? Eh bien, parce que on a fait, je pense, toutes les conneries qui sont possibles de faire quand tu crées une start-up. C'est-à-dire qu'on s'est lancé en disant c'est bon, on crée une start-up, et sans avoir fait réellement d'analyse marché sur le domaine, en partant sur un concept en disant du coup on part en B2C, en B2B, en B2C, en B2B. Donc voilà, du fait qu'il n'y avait pas encore eu l'analyse marché, on était dans un flou total par rapport à ça, et sans réellement aussi avoir contacté les acteurs du marché, donc sans avoir moyen de faire du réseautage direct au moment où tu... Vous étiez une bande de techos qui n'avait pas encore réfléchi au fait qu'il fallait vendre le produit. C'était un peu l'idée, vraiment le cliché absolu de la start-up. Ok. Donc le truc, ça s'est fait, donc je pense qu'on a fait tous les tâtonnements et les erreurs possibles. Donc on a vraiment après commencé à faire ça sur le tard, en auto-formation aussi, vu que moi j'ai pas fait de formation d'entrepreneuriat, ça cause non plus. Et t'avais Nounours Adrien qui eux par contre faisaient une sorte de double diplôme et de formation de fin d'année sur la formation d'entrepreneuriat, donc ils avaient une vision qui était celle de leur cours et de l'incubateur, qui n'est pas forcément la vision du marché tel qu'il est, surtout dans le domaine de l'e-sport qui est ultra particulier. Là, c'est très récent comme marché, il y a assez peu d'acteurs. Ouais, c'est exactement ça. C'est pour ça, c'est t'as peu de portes d'entrée, t'as peu d'acteurs, c'est très 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 défini. Il y a déjà énormément de trucs verrouillés où t'as des studios qui ont dit ça c'est notre jeu, c'est nous qui gérons, c'est nous qui faisons tout, et où t'as pas moyen et t'arrives face à une porte. Ça, c'est les choses que tu sais maintenant. Exactement. Après avoir fait justement toutes ces études quoi. Donc résultat, on avait créé un premier site qui était purement sur l'organisation de tournois, donc on arrivait jusqu'au premier POC et une alpha qui arrivait presque en phase de bêta. Phase classique de startup, nous avons pivoté suite à ça. Vous avez changé complètement ce que vous faisiez. En fait, c'est surtout, on s'est rendu compte que, à force de rencontrer des acteurs, que les mecs, en fait, en soi, nous, l'idée de base sur laquelle on s'était posé, c'était de se dire, en fait, un événement d'e-sport à l'heure actuelle, ça coûte des millions organisés, et les mecs dépassent complètement le timing à chaque fois, donc en gros, t'as des pertes financières associées à ça qui sont chiffrées en centaines de milliers de balles, millions, selon les événements. Sauf que dans le même, vu que c'est de l'événementiel, c'est totalement acquis que sur des trucs de cette densité, il peut y avoir ces déplacements, et les mecs qui pourraient être intéressés par cette plateforme, en fait, le sont pas, parce qu'en fait, dans leur référentiel à eux, ça leur apporte rien du tout, en fait. T'es en train de leur dire, je vous apporter un outil qui va faire que vous serez moins cool. Donc, voilà, donc les gars, ils font, en fait, nous, si on bosse moins longtemps... Ok. Alors, vous avez pivoté vers quoi? En fait, on a pivoté après, c'était plus sur une des problématiques en gros, qui nous a paru sur le marché, c'était en fait le marché hyper opaque, c'est très dur d'y rentrer, tu sais jamais vers qui te tourner, et tu te rends compte que t'as un peu vraiment la masse globale et les joueurs pros, et t'as une sorte de flou artistique entre les deux domaines sur comment tu les lis. Donc nous, on s'était basé justement sur cette idée pour se dire, on va essayer de trouver un moyen d'accompagner les mecs pour... justement, essayer d'analyser leur gameplay ou leur profil, contacter des équipes, contacter des sponsors, et voir si on a un moyen de faire une sorte de réseautage entre eux, pour, en gros, via le financement de sponsors, commencer à créer des sortes de mini-pools avec des gens pour arriver un peu à analyser leur gameplay et trouver les profils qui pourraient essayer d'intéresser des équipes professionnelles. Donc l'idée c'était de trouver des profils qui ont un potentiel professionnel parmi la masse des gamers qui ne le sont pas encore. Quoi. Ouais, donc pour pitcher ça super rapidement, on essayait d'adapter le modèle du club sportif, mais dans le monde de l'e-sport. Le sélectionneur quoi, le gars qui est là qui fait genre toi t'as du potentiel mon gars, j'ai jamais vu un mec qui tire comme ça dans un ballon. Exactement. Ok. Donc j'ai jamais vu un gars qui joue Diva comme ça. C'est totalement. Ok. Donc après la difficulté qu'il y a aussi, c'est que tu te rends compte que finalement des microstructures comme ça dans ce domaine, il y en a quand même. Donc t'en as qui sont pros, t'en as où c'est trois potes dans un coin qui ont monté un site, mais si t'as de la gueule, donc t'y crois un peu avant de te rendre compte qu'il y a personne derrière. Ça me fait marrer parce que j'en ai fait des sites comme ça. on en a tous fait d'un gars. De l'instant où t'as un codeur, un graphiste dans l'équation, c'est bon, ouais, c'est crédible. Donc bref, on a fait ça, et sur Fortnite, donc le mal absolu. Wow, c'est un jeu, hein. Oui, non, arrête, c'était pour déconner. Donc ouais, non, en fait, on a fait ça sur Fortnite parce qu'en fait, nous, l'idée aussi qu'on avait foutu dedans et qui était plutôt classe, assez dur à mettre en œuvre, mais qui était plutôt classe, on s'est dit, en fait,
toutes les structures qu'on a vues qui proposaient des trucs similaires, c'était remplissez tel questionnaire pour voir si vous connaissez le jeu, participer à tel challenge ou tel truc pour qu'on puisse voir votre niveau, et en fait t'avais une demande d'implication de la personne pour l'emmener vers le milieu pro qui était assez lourde et franchement ultra old school dans l'approche. Donc nous c'était dit, en fait, vu que Fortnite c'est un jeu qui génère des fichiers de replay, faut qu'on arrive à piger ce qu'il y a à l'intérieur de ces fichiers pour voir justement les dégâts du mec, etc. Enfin, voir chacun des paramètres. Des métriques qui feraient un score de potentiel pro ou pas potentiel pro. Exactement. Ok. En analysant les replays, du coup. Ouais. C'est hyper malin. Ouais. C'est hyper dur à mettre en place. Effectivement, techniquement, ça doit pas être facile, mais c'est hyper malin. Bah, c'était toute l'idée derrière. Et dans les replays, vous avez accès juste à de la vidéo ou vous avez accès à des chiffres aussi? Il y a des chiffres. Il y a des chiffres. Ouais, justement, il y a des chiffres. Parce qu'en fait, un des trucs, il y a un acteur français qui s'appelle Pandora. Eux font ça, mais en fait, sur de la vidéo. C'est-à-dire qu'en fait, eux ont fait c'est pas réellement idéal, mais c'est purement de l'analyse du flux vidéo, mais qui savent que telle donnée est à tel endroit sur la fenêtre, ils récupèrent le flux vidéo et ils font l'analyse. En gros, ils regardent les chiffres dans la fenêtre. Ouais. Ils analysent le flux vidéo pour ensuite récupérer des données que les éditeurs veulent pas forcément donner. Ouais. Parce qu'en fait, les éditeurs, justement, dès l'instant où tu essaies de les approcher, en fait, une de leurs premières questions, c'est est-ce que vous êtes professionnel et est-ce que vous êtes une société? Tu dis oui, c'est fan de nous recevoir, parce qu'en fait, si t'es fan, ils vont te rediriger vers leur service com et ils vont accepter le truc parce que ça permet de gagner de la visibilité et autres. Mais si tu veux faire de la thune sur un truc sur lequel eux-mêmes se font de la thune, instantanément ils te disent un non direct. Ouais, parce que exploiter toutes ces données qui sont générées par toutes les parties de tout le monde, c'est aussi quelque chose que eux ils veulent concrétiser en tant que business aussi. Exactement. Et si vous le faites à leur place, effectivement, ça peut ne pas trop leur plaire. Ouais. Et donc Pandora, eux, ils passent par un moyen détourné pour récupérer des données supplémentaires par rapport au flux auquel ils ont déjà accès. Ouais, et surtout sans taper dans le code de l'application pour éviter tout risque légal. En fait. Oui, d'accord. Oui, parce que quand tu te dis t'as accès à des chiffres dans les replays, c'est pas open, c'est tu bidouilles pour avoir ça. Fallait parser complètement la data pour trouver quel était le truc. Des fois, déchiffrer aussi ce que c'était. Ah ouais, c'était pas une API genre je voudrais tous les scores des gens de cette partie et pouf, t'as tes chiffres. Quoi. À terme, si, mais fallait un peu bidouiller le truc. Et t'es là, tu fais. Enfin, t'as une sorte de flou un petit peu. On savait pas niveau légalité à quel point c'était ok ou pas. Okay. C'était pas agressif dans le sens où t'es pas en train de modifier des fichiers de jeu pendant que le gars est en train de jouer, ce qui fait qu'il peut se faire bannir. C'est un truc qui est a posteriori de la partie qui est fixe, que le mec, en gros, c'est un fichier qu'il nous envoyait sur serveur et qui devait peser quelques mégas. Donc, t'avais pas vraiment de risque pour le joueur qui est dans quelques problèmes avec, mais c'était plutôt ça. Vous vouliez simplifier le processus de sélection, on va dire, comment ils disent ça, pour repérer les joueurs avec des potentiels professionnels. Vous voulez simplifier ce processus. Est-ce que vous avez réussi? Alors oui et non. Parce que comme dans toute vie d'une startup, en fait, ça dépend de la vitesse à laquelle tu développes et tu pivotes. Donc ça nous a pris un peu trop de temps, ce qui fait que ça commence à durer. Niveau retour, on a 0. Même si on sort le produit derrière, il y aura toute la partie de convaincre les acteurs, de trouver les gens, Ah mais il faut des commerciaux les gars, c'est pas secret quoi. Non mais je suis bien d'accord. Mais des commerciaux, on avait commencé en shop aussi quoi. Mais après t'as toujours le problème de base où en gros sur ce domaine faut que t'entreprennes si jamais t'as de la thune quoi. Ou si t'as une réserve de thunes qui peut te permettre de faire des choses, quoi. Ou t'as vraiment une connaissance du marché que t'as analysé. Et tu peux avoir des investisseurs aussi, mais c'est pareil, il faut aller les voir, faut leur parler, c'est un boulot commercial quelque part. Oui, mais après les investisseurs, du fait qu'on est en incubateur, on a rencontré des mecs qui étaient comme ça. Ils étaient chauds. Ils étaient chauds, oui et non, parce qu'en fait, comme tout investisseur, les gars sont pas non plus, c'est leur domaine. Je veux dire, le but pour eux, c'est de financer des boîtes, mais d'avoir un retour sur invest. Évidemment. C'est pas, les gars, c'est pas des anges, hein. Oui. Même si le terme business angel existe. Ouais, il y a business dedans, quand même. Voilà. Le premier mot, c'est business, c'est pas angel. Ouais, c'est business d'abord, hein. Angel après, peut-être. Angel, on verra. Donc, les gars, en fait, vous avez totalement raison, leur analyse, c'était, votre truc est super prometteur. Par contre, commencer à avoir une commune, commencer à dégager des rentrées financières, même si elles sont pas grosses, pour que nous, on puisse derrière avoir une projection, et puis que le truc, on vérifie qu'il soit clair. Ouais, je vois. Et
Et vous, c'était dans votre équipe, c'était qui avait ce rôle-là d'essayer de trouver un moyen de gagner de l'argent sur ce que vous faites, ce que vous produisez? Il y avait quelqu'un qui avait ce rôle-là dédié, ou c'était diffus, c'était parmi tout le monde? Non, en fait, à terme, c'est plus Nours qu'il a eu, parce qu'il s'occupait aussi pas mal de la partie business dev, mais dans un premier temps, oui, le truc était un peu diffus, en se disant, bon bah ok, c'était du fait communauté. C'était vraiment la première expérience entrepreneuriale réelle sur un fondement de boîte à plusieurs. On l'a vraiment fait un peu diffus en se disant, bon ok, toi tu penses que c'est faut qu'on distille, etc. C'est pour ça, quand je pense qu'on a fait toutes les conneries possibles imaginables. Ouais, du coup, ça vous a pas aidé à vous focus sur ça, quoi. Non, pas trop. Ça restait super intéressant pour énormément d'aspects au niveau de la société, sur la création de société, la gestion de société, ou même sur le relationnel, le rendez-vous client, pas vraiment vrai, vu que c'est aussi ce que j'utilise maintenant. Ouais, c'était une expérience de ouf, j'imagine, mais c'est toujours un peu dommage, c'est toujours un petit pincement de cœur quand tu réussis pas quelque chose. Ouais, mais c'est vrai qu'il faut passer par ces échecs pour ouais, arriver à comprendre vraiment. Ouais, c'est exactement ça, on est d'accord. Après, le pincement de cœur, au bout d'un moment, quand tu vois vraiment que t'es en train de te battre, ça fait un moment que tu te bats, t'as pas de retour, c'est aussi ce qu'on s'est un peu dit comme ça, en disant, bon, est-ce qu'on se fout une date butoir, en disant, bon, bah là, soit effectivement à sa date, on va commencer à avoir des utilisateurs qui nous génèrent, nous rapportent de la thune, on laisse tomber, on est carrément, on se dit, ok, on va tous laisser tomber, parce que, on voyait qu'on était en train de patiner dans le truc, et tu dis qu'à un moment, t'as un peu envie de... j'avais pas forcément passer à autre chose, si le truc fonctionne, t'as pas forcément envie de passer à autre chose, mais... C'était quoi votre business model, en fait, finalement, qui vous payait pour sélectionner et identifier des joueurs avec des potentiels professionnels? C'était ça la problématique. Il y en avait pas? À terme, en fait, à terme, en réalité, non. Mais, justement, en fait, l'idée tout derrière, c'est qu'on était parti vraiment sur un truc totalement B2B. Tu sais, comme tu disais, quand on faisait de la partie sur vraiment l'aide et l'accompagnement au niveau de l'organisation de tournoi. Mais là, en fait, c'est-à-dire que on était dans un business qui était un peu bâtard, qui était entre B2B et B2C. C'est-à-dire qu'on voulait avoir une plateforme qui était vraiment pour les annonceurs, les marques et les équipes, qui faisait que eux, en fait, pouvaient justement nous payer pour avoir un accès à cette plateforme et pouvoir toucher par rapport à notre base d'utilisateurs. Et les utilisateurs qui étaient aussi un peu, du coup, la partie B2C, où c'était les mecs venaient sur ton appli et c'est parce que eux, ils étaient présents que ça nous permettait de facturer les annonceurs. Donc tu tombais finalement dans un business qui était presque un peu média d'une certaine façon. Vos clients, ça reste quand même les équipes et les annonceurs, du coup, j'imagine. Ouais. Mais vous avez quand même besoin d'avoir une base d'utilisateurs, comme beaucoup de business sur Internet aujourd'hui. Oui, clairement. Une base d'utilisateurs qui génère de la data et tu vends cette data à des professionnels. Oui, voilà. C'est ça qui se passait. Et du coup, l'accès à cette data, genre raffinée, agrégée, compréhensible, etc. Ouais, c'était totalement ça. C'est con, hein, parce que vraiment, quand on parle comme ça a l'air d'être un truc qui pourrait grave marcher. Oui, mais je pense que oui. Et c'est vraiment un marché qui est très jeune, qui est un peu niche, effectivement. Ouais. Peut-être faudrait que vous fassiez sur un autre jeu qui serait un peu plus ouvert à donner ces données, à donner sa data. Le problème, c'était vraiment pas la data. Le problème, pour moi, c'était vraiment plus qu'il me manquait la partie purement business, un peu de tri de départ, qui fait que t'as un mec qui te permet de récupérer la commune. Parce qu'en fait, c'est vraiment la partie de générer la commune qui est hyper difficile. Parce que je veux dire, pour l'avoir fait vraiment avec la partie 3D, une commune, en fait, ça se fait, mais ça prend un temps de barre pour la faire, quoi. Non, mais c'est exactement ça, quoi. Et surtout, le truc, c'est de progresser, quoi. C'est légèrement exponentiel, quand même. Au début, t'en chies, après, une fois que t'as passé une barre de à peu près 200-300 personnes qui te suivent, t'as vraiment une tête follower qui arrive de façon plus rapide, mais c'est vrai que t'as toute la partie du début à mettre en route, surtout quand t'es dans un domaine où t'es personne. C'est-à-dire que là, nous, le truc, quand t'arrivais c'est un club, une boîte, alors tu leur dis, on a ça, c'est une méga idée, les gars étaient, au début, ils font, ok, c'est cool, mais qui? Moi, c'est Baptiste Aupin, je suis né en 1900. Non, mais c'est pour ça, en fait, ce domaine est ultra particulier par rapport à d'autres, c'est-à-dire que les gars, se basent énormément sur l'ancienneté et la répute. Ouais. C'est pour ça qu'en fait, t'as plein de mecs que tu vois, en dehors de, si tu prends Chips et Noah, par exemple, Chips et Noah, qui sont deux streamers de gaming, qui sont ultra... Ça s'appelle Chips et Noah? Oui. Des gars de milieu ou quoi? Avec des pseudos comme ça? Pas du tout, mais ça pourrait mêler. Donc en fait, les gars, justement, ont une sorte de capital sympathie qui est extraordinaire. Mais
Et les gars sont pas de base des joueurs pro et autres, mais si tu prends énormément d'intervenants, tous les mecs ont des passifs de barge, quoi, ou étaient là au tout début du game, mais si tu prends un mec comme Mister MV, le mec, ça fait 10 ans qu'il est en train de streamer, et puis non, qu'il est en train de streamer, quoi. Je connais aucun des noms que tu cites depuis tout à l'heure, mais je te crois. Je suis assez peu les streamers de jeux vidéo. Pendant un moment, je regardais des gars qui streamaient du Hearthstone. On va dire que c'est les seuls que j'ai regardés, quoi. Ouais. Et j'ai arrêté. Mais nous aussi, ça avait été une stratégie, justement, aussi, de se dire, on va essayer de se rapprocher des streamers et autres, mais après, les streamers, le domaine aussi a complètement évolué, et c'est des influenceurs, donc les gars... ils ont plus forcément envie de devenir pro, en fait. En fait, eux, de base, ils ont pas envie de devenir pro, mais juste si tu leur parles du projet, les gars, ceux qu'on avait réussi à contacter, c'était, ouais, franchement, c'est super, je veux bien en parler, mais ça me coûtera 2500 balles. Ouais, c'est ça. Il faut pas ça gratuit. Bah oui, non, mais c'est normal. Parce que eux, ils ont fait ce travail de build de communauté. Ah oui, mais totalement, c'est normal. C'est ça qui, oui, c'est bah, ça leur paye pas. Ouais, du coup, c'est normal. Sauf si vraiment le mec, on te l'a présenté en off, et que t'as peut-être moyen de négoce, mais là, sinon, c'est normal. Le mec, en fait, dire même pour lui, pour se protéger, et si après il fait de la... En gros, t'as une sorte de rumeur en mode, ouais, il fait de la pub gratos, du coup, tous ces prix, ils voient de ça, vont faire. Donc ouais, j'ai fait ça, ouais, pendant 1 an et demi, donc en parallèle d'autres missions, qui étaient à la fois au niveau de la créa et des fois des trucs un peu bizarres, mais qui étaient rigolos. Enfin, j'ai bossé pour un hôpital d'ailleurs, pour leur refaire toute leur interface, dans un style un peu plus futuriste et plus facile à prendre en main. T'as fait un logiciel de gestion de patients. Ah ouais, de gestion médicale, quoi. Oui, j'ai fait la partie UX de ce logiciel. Ouais, bien sûr. Ok. Donc, juste en freelance comme ça, t'étais le seul sur l'UX. Ouais. Sympa. Ça doit être intéressant, comme ça, de faire tout ça. Je l'ai fait en parallèle avec Slacos, où lui s'occupait de la partie tech. Mais ouais, tu sais, franchement, le truc était super. Enfin voilà, j'ai fait vraiment un peu tout et n'importe quoi en mission. J'ai aussi fait de la pub pour d'autres startups, vu qu'on était à un endroit où il y avait des clients pour ça, où les gars, ils me disaient, j'aimerais bien faire une vidéo produit. Je fais, ça tombe bien, je peux vous faire une vidéo produit. Mais t'étais où? L'incubateur était à Évry. Donc, l'incubateur NCE-IMT Ouais, mais on était sur celui de l'IMT, justement, parce que celui de l'école, on avait un bureau, mais on n'y est jamais allé. Parce que, en fait, un des points bloquants, c'était surtout, on leur demandait les résultats, Internet, il est branché, c'était non, mais ça arrive dans 2 semaines. Ah bah ouais, s'il n'y a pas Internet. Ouais. Mais il y avait même pas le Wi-Fi de Rise, rien, quoi. Ouais. Parce que c'était les locaux, c'était les anciens locaux qui étaient à l'autre bout du monde. Ouais, non, mais tu peux pas faire un incubateur sans Internet, les gars. C'est quoi cette idée? Voilà. Donc, sans Wi-Fi, quoi. Laisse tomber. Donc, c'était un peu le truc. Non, mais ça arrive bientôt. Bon, bah, c'est là maintenant, j'imagine qu'il y a Internet. Non. Je sais pas, j'espère. Faut leur demander. Non, mais je pense que quand même, ça doit y être depuis, j'espère. Et donc, suite à cet échec de la start-up, je me suis aussi posé la question en disant, est-ce que, je repars sur du freelance? Parce que je commence à en avoir marre de vraiment la partie entrepreneuriat la partie galère, quoi. Ouais, puis et c'est aussi parce que, la partie freelance, c'est aussi toute la partie administrative, contact client, recherche client, rencontre, etc., réseautage et autres que tu te bouffes en plus de ton taf réel, quoi. Donc, c'est surtout que tu dis c'est du temps en plus de ton taf. C'est la raison pour laquelle tu factures pas le taux horaire d'un CDI quand t'es freelance, quoi. Oui. C'est que, en fait, t'as une grosse partie de ton taf qui consiste à chercher du taf. Ouais, c'est exactement ça. Puis, ça, c'est pas payé. Ouais. Et puis, t'as aussi toute la partie administrative, tiens, faut que je m'occupe de ça au niveau du comptable, faut que je fasse gaffe faut que je quand même calcule un peu au niveau de l'IA, si je veux faire la société, c'est ce qui m'a sorti de la vie. Voilà, t'as toute la partie, vraiment purement admin que tu dis dans la gueule, en plus de la partie client, etc. Donc, pour l'instant, j'ai commencé un peu à chercher, à chercher du CDI, donc, nouveau plus dans la 3D et la créa. Et, là, même problème que la dernière fois, avec Europe versus Amérique. Et que je me suis dit on va repointer vers les anciens studios où j'avais contacté quelques années auparavant pour voir comment les mecs avaient évolué. Et même s'ils étaient prêts à faire du free, en me disant pourquoi pas, j'ai plus d'années d'expérience dans la gueule, peut-être que ça va passer. Donc les mecs, même réponse, si vous voulez, vous pouvez venir sur place pendant 3 ans, vous vous intéressez encore plus qu'avant, on vous paye plus cher, mais venez. Ok. Donc déjà, je me suis fait chier.
En France, je contacte, je sais pas, j'ai contacté 70 studios à Paris, et les réponses des mecs à chaque fois c'était on embauche pas. Mais par contre, en freelance, vous vous intéresseriez vachement, quoi. Mais ils embauchent pas. Au début, je me suis posé la même question que toi, et en fait, après, là, du fait d'être parti vraiment à fond dans le domaine, là au jour d'aujourd'hui, ouais, en free, tu te rends compte qu'en fait, les gars ont vraiment des pics d'activité, et des fois, ils ont de l'activité qui s'effondre complètement. Ils ont pas toute l'année du taf pour un CDI, quoi. C'est exactement ça. C'est-à-dire que sur certains studios, je veux dire, selon les moments où j'ai été dedans, tu peux être 25, tu te pointes 2 semaines après, t'es 6. Et genre, tu peux être 25 pendant 2 mois, et après t'es 6 pendant 2 mois. Donc des fois, les gars ont vraiment des pics d'activité avec des mondes qui sont ultra hardcore sur des prods, et derrière, ça tombe, quoi. Donc c'est pour ça que justement, si t'as pas mal de studios, surtout sur la région parisienne, qui ont, en fait, où il y a un passif par rapport à ça, qui sont connus, et où ils ont embauché trop rapidement des gens, et après, derrière, ils se retrouvent dans un creux au niveau activité, et puis là, banqueroute immédiate, quoi. Tu te retrouves à devoir sortir 30 salaires, et puis t'as pas d'entrée financière. Dur. Ouais. Et pourquoi tu penses que les studios américains, eux, ils ont pas ce problème, ou ils ont pas l'air d'avoir ce problème? Ils ont pas ce problème aussi, parce que ceux que j'ai contactés sont beaucoup plus gros. C'est-à-dire que il y a peu de gros studios parisiens, hormis de certains vraiment qui vont bosser avec les 3/4 des productions françaises ou autres, mais pour lesquels j'ai pas spécialement envie de bosser. Et si tu vis dans un studio qui a une dimension un peu plus humaine, entre guillemets, qui fait 20-30 personnes, les mecs, c'est vrai que pour eux c'est assez dur de gérer ça. Et par contre du côté US, ceux que je visais, c'était des trucs où ils étaient 150-200 en moyenne dedans. D'accord, donc, c'est pas du tout la même échelle, donc ils avaient de quoi absorber les creux d'activité avec d'autres projets, enfin ils avaient assez d'activités. Oui, déjà de base, puis après on va dire la gestion des contrats aussi pas la même du côté de l'Amérique du Nord, quoi. Les mecs ils ont plus d'activité, ils disent ah merde ton CDI, ils disent bon, ah oui, c'est vrai, c'est un freelance le CDI là-bas. Ok, ouais, effectivement, c'est pas le même statut d'employé, quoi. T'es pas protégé pareil. Ah oui, donc clairement. C'est pour ça, je pense pour eux, c'est aussi plus facile, quoi. D'accord. J'avoue, j'avais pas pensé à ça quand j'ai posé ma question. Mais maintenant que tu le dis, ça fait sens. Donc là, ça va, je continue gentiment en passant de mission en mission et de studio en studio. Donc et là, depuis ça va faire 3 mois et demi, je bosse avec le studio avec lequel je voulais le plus bosser au niveau parisien, donc ça va, je suis plutôt joué. Ça va, t'es content? Ouais, plutôt pas mal. C'est un... Tu m'as pas donné des noms Ouais, il s'appelle Super Bien. Eh ben, est-ce qu'il est super bien? Oui. C'est vraiment bien nommé alors. Le nom est extraordinaire. Super bien. On dirait, je sais pas, le nom d'un album de Salut c'est cool, quoi. Ouais, mais après le truc qui est trop bien, c'est qu'ils ont les super mugs, le super wifi, les super serveurs, le super partage. Excellent. Donc ouais, non mais ouais, les gars sont vraiment... Mais t'es cool. Toujours en freelance, mais tu bosses principalement avec eux, du coup. Ouais. Eux, en fait, je leur avais posé ouvertement les questions en disant, est-ce qu'il y a moyen que vous fassiez de l'embauche? Et eux, même combat, ils disent, en fait, non, on n'est pas assez gros pour ça. En fait, les seuls moyens de te faire embaucher, c'est d'aller en Amérique du Nord, parce qu'ils viennent d'ouvrir une branche en Amérique du Nord. Et là, ils cherchent des gens un peu plus fixes, mais bon, voilà. Et sinon, le reste du temps, en fait, tu peux toujours pas aller en Amérique du Nord. Franchement, tu exagères, tout le monde essaye de t'envoyer non, là-bas. Ils me l'ont pas proposé, et j'ai pas cherché non plus. Mais là, ouais, les seuls gens que je crois qui sont fixes chez eux, c'est ceux qui sont du côté gestion de projet et puis et commercial, quoi. Ce qui est un peu plus normal, c'est-à-dire ce qui est plus classique dans le domaine, quoi. Ok. Donc voilà, donc là, j'en suis là à l'heure actuelle. Et j'allais te poser la question, comment c'est la vie de freelance et tout ça, mais en fait, tu t'en as déjà tellement raconté que je pense que tout est répondu. Du coup, je vais plutôt te demander, est-ce que tu codes encore dans ce que tu fais pour la 3D, pour tout ce qui est du domaine de l'image, comme ça? Alors, oui. Ça t'arrive encore de coder? Alors, ouais, mais de façon, en gros, en fait, tu peux faire, j'en ai quasiment pas fait, je crois, pendant 2 ans ou 2 ans et demi du code. Et après, en fait, tu te rends compte qu'en 3D aussi, tu arrives à des limites où, au bout d'un moment, bouger des objets dans une scène ou partir sur des effets avancés, c'est plus possible. Tu as envie d'avoir un contrôle qui est beaucoup plus profond, on va dire. Ouais, ou précis. Donc, au niveau des softs que j'utilise, celui que j'utilise le
plus, il s'appelle Cinema 4D, donc tu utilises une sorte de langage absolument dégueulasse avec des box que tu connectes entre elles. Boîte et des fils. C'est horrible. Pourquoi les gens ils continuent de faire des interfaces de code avec des boîtes et des fils? Je comprends Parce pas. que, alors, dans le cas présent, c'est parce que ça fait moins peur aux graphistes. Et c'est vrai. Entre les mecs, tu lui Mais poses... c'est tellement moins flexible. Je suis d'accord avec toi. Mais, parce que j'ai fait de l'ingénierie avant. Mais c'est sûr qu'une personne qui a jamais touché une ligne de code de sa vie, tu lui montres le pavé de texte avec des couleurs de partout. Ouais. Ou des boîtes et des fils. Oui, il a l'impression d'être dans Matrix. C'est ça. Le gars, il fait, bon, finalement, les boîtes et les fils, c'est pas si mal. Et, dernièrement, en fait, je code, plus en Python et dans un langage qui s'appelle le Vex. C'est du C, en gros. Mais pourquoi ça s'appelle Vex alors? Parce que c'est un langage propriétaire pour un soft qui s'appelle Houdini. Pour faire de la magie? Non, même pas, mais un peu quand même. Parce que ça, en fait, c'est un soft en 3D qui permet d'avoir un contrôle au niveau du voxel et du point et du vecteur dans l'espace. Un peu comme c'est des shaders quoi. Ouais, d'une certaine façon, ouais. Je sais pas, c'est en C aussi et tu contrôles des voxels et des points dans l'espace. Ouais, sauf qu'après, derrière, eux, ils ont aussi toute une librairie d'effets, de simulation, du coup, de fumée, de simulation de fluide, de physique, d'effets de particules, de turbulences et de bruit qui sont déjà intégrés dans le logiciel, ce qui, du coup, fait que t'as toute une base qui te permet de rendre les points jolis sur la façon. Et tu manipules tout ça avec du code, du coup? T'es pas obligé, tu peux continuer d'utiliser un bon vieux langage avec des boîtes et des fils. Ouais. Ou tu peux faire du code, et généralement, il y a un moment où tu fais du code, parce que ça devient indispensable. Donc ouais, dernièrement, je refais un peu plus de code, mais tu peux l'éviter totalement si tu veux dans le domaine, mais en même temps, vu que c'est un domaine où le code fait extrêmement peur, quand on fait instantanément, tu te différencies des autres, parce que tu fais partie des 4 ou 5%. Putain, t'imagines pas la double casquette, grand écart de ouf. Si, où je m'en imagine totalement le moment où justement j'étais parti en CDI, t'as tous les gars qui étaient, vous avez pensé au web? Parce que t'es le mec dans sa tête, t'es dit front, back, le mec peut tout faire, ouais, c'est parfait. Moi c'est ce que je fais, le front et le back, pas de souci. Mais bon, il y a quand même vachement moins de graphisme dans le web, tu fais du HTML, CSS, c'est pas en train de faire des animations de ouf quoi. Ça arrive des fois, t'as besoin de faire des petits trucs, mais ça reste des petits trucs. Ouais. Il y a des moments où je me suis fait un peu plaisir, où j'ai fait des choses avec des animations un peu plus sexy, on va dire, mais ça restait des side projects. J'ai jamais passé plus de 2 semaines dessus, et donc c'est pas des trucs de ouf. Mais il y a moyen, en fait, dans le web de faire des purs animes, des trucs de ouf, mais c'est juste que c'est pas un besoin qui est très courant, en fait. La plupart des gens, ils ont besoin d'un site vitrine qui montre des choses, des informations, du texte. Et il faut juste que ça soit joli. Donc en fait, ton boulot dans le front, dans le web, c'est juste rendre du texte joli. J'en ai fait un peu pendant la startup. C'est justement assez limité. Ouais. Et c'est ce qui m'a convaincu justement de ne pas partir dans ce domaine. Je me suis fait, c'est le domaine, pour moi c'était la frustration absolue. Le web, t'es là, tu dis, on peut proposer ça, on te fait, ah non, ça respecte pas les standards. T'es là, tu fais, oui. Et après, s'il y a des standards, c'est qu'il y a une raison, quoi. Mais... Ouais. Moi, il y a un truc qui me fait envie en ce moment, c'est de faire des jeux vidéo en navigateur. C'est super classe. Donc j'en ai fait 2-3 déjà, et il y a grave du potentiel, il y a moyen de faire tout ce que tu veux. Maintenant il y a des librairies qui existent pour faire de la 3D qui sont super simples à manipuler et tout, donc il y a vraiment moyen de faire du Unity, et à la place tu fais du JavaScript. Mais ils avaient fait le plugin à la base pour le web. Ouais, mais le plugin Unity pour le web il est pas ouf. En vrai c'est trop essayer de faire rentrer un carré dans un rond, tu vois. Oui. C'est pas hyper élégant. Alors que si tu fais un truc directement avec une librairie JS qui te fait de la 3D, t'es moins en train d'essayer de tordre un truc pour le faire rentrer dans du web. C'est vraiment beaucoup plus natif, beaucoup plus élégant, t'as pas besoin de tordre ton machin et tout. Avec Sui.js. Avec Sui.js, c'est pas du tout. Ouais, alors moi j'ai utilisé une librairie qui se basait dessus du coup. Sui.js c'est un peu le moteur assez bas niveau quelque part pour faire de la 3D. J'avais fait mon stage de fin d'études dessus. Et après maintenant il y a des gens qui font des couches supplémentaires par-dessus. Il y en a un qui s'appelle A-Frame qui est magnifique, qui est genre hyper agréable à utiliser, où tu vas déclarer tes objets de ta scène dans ton HTML. Tu dis là je veux un rond, là je veux telle image, là je veux importer tel modèle 3D, le mettre là. Et puis après, une fois que tu as ton HTML, tu manipules les objets de la scène avec ton JavaScript. Donc, ça fait vraiment très web dans l'approche, tu vois. C'est vraiment, tu mets tes divs et tu as ton JS qui bouge tes divs. Là, pareil, sauf que c'est des objets 3D dans une scène 3D. Et tu as tout un inspecteur de scène 3D dans le navigateur. Enfin, c'est hyper bien foutu. Tu retrouves vraiment les réflexes des éditeurs de trucs 3D, genre Unity et tout ça, quoi.
C'est encore en développement, mais il y a déjà de quoi faire des jeux avec. C'est classe. Ouais, c'était grave classe. J'ai bien kiffé travailler sur ça. Et c'était pareil, c'était un petit side project, pas duré longtemps, quoi. Ce que j'avais fait, c'était un Fruit Ninja avec. J'ai vraiment fait Fruit Ninja. Hop, tu faisais un trait avec ton doigt sur l'écran, ça faisait un petit slash, ça faisait un petit bruit, et paf, ça coupait. Bon, c'était pas un fruit, c'était un cochon tirelire ou un sac de thunes. Ça le coupait et ça faisait des petites pièces. Ouais, et... C'était Fruit Ninja version banquier, quoi. Mais c'est exactement. C'est parce que j'ai travaillé pour Sopra Banking Software et qu'il fallait que je trouve un moyen de dire mais en fait si je fais ça sur mon temps de travail c'est parce que c'est de l'innovation pour le banking software, tu vois. C'est pour les temps de chargement. Non, en l'occurrence c'était pour faire alors l'idée qu'on avait eue, bon ça a jamais été intégré hein, mais l'idée qu'on avait eue c'était de dire quand tu ouvres un compte souvent ils te donnent genre 50 €, 100 € pour telle ou telle promotion promotionnelle. Et ben là, au lieu de te les donner direct, tu joues à un jeu et c'est ton score qui détermine ce que tu vas recevoir. C'est trop cool. Et donc voilà, moi j'avais fait un truc où tu paramétrais au maximum les gars ils peuvent gagner 100 balles par exemple. Tu joues à ton jeu et puis tu peux gagner de 30 à 100 balles en fonction de ton score et puis voilà quoi. Et donc et tu pouvais intégrer tout ça à un site web du coup. Tu peux le mettre sur n'importe quelle page de n'importe quel site web de banque, ça te générait un score et puis après tu le récupérais dans l'API de la banque et tu ouvrais le compte avec la somme définie et voilà. C'était grave intégrable, tu vois. Mais bon, c'était un peu de l'innovation gadget, c'est pas non plus le truc qui va révolutionner le monde de la banque, tu vois. Ouais, mais c'était cool quand même. Et c'était cool à faire, moi je me suis bien amusé. Et le seul truc qui faisait que j'ai mis des pièces et des cochons de tirelire, c'était parce que fallait pas que ce soit Fruit Ninja, tu vois. Fallait que ça soit un truc en rapport avec la banque. Et quand t'en as les librairies d'assets, tu tapes banque, y a pas grand chose qui sort. Bah j'ai tapé cochon de tirelire, j'ai tapé bag et bag of money. Ouais, j'ai tapé money bag, voilà. Et en fait, j'ai trouvé genre des sacs qui font vraiment genre sac de thunes cartoon, tu vois, genre en toile de jute. Genre le sac à patates. J'ai pris ça, tu vois, et j'ai mis une texture de toile de jute dessus, et puis voilà, quoi. C'était beau, génial. Qu'est-ce que je te demandais juste avant, je me rappelle plus. Pourquoi je raconte ma vie, là? C'est toi qu'on interview. Tu m'as demandé si dernièrement j'avais recodé ou pas. Ah ouais, et tu m'avais dit, ça t'arrive, et quand ça t'arrive, les gens, ils font waouh. Ils font ouah, ça dépend de ce que tu proposes à la fin, mais c'est plus que c'est inhabituel dans le domaine, quoi. Ouais. Et du coup, la sécu, plus du tout, quoi. Plus vraiment, non. Y a pas de sécu dans la 3D. Ouais, pour protéger les logiciels, peut-être, mais ça s'arrête là, tu vois. Non, vraiment plus du tout, ouais. Mais plus du tout. Non, la place, il bosse pour plein de projets. C'est quoi Ah oui, voilà, ça que je vais te demander. C'est quoi tes derniers projets, là? Genre tes 3 derniers projets? 3 derniers projets, là, ce que je t'expliquais tout à l'heure, avant qu'on commence, le fait de faire la déco pour des écrans qui sont en fait dans un bar à la Tour Eiffel. Dans la Tour Eiffel. Ouais. À quel étage? Premier étage de la Tour Eiffel. Ouais. Il y a des, tu m'avais dit des écrans avec des très grosses LED en fait. Ouais, qui font des gros pixels. Ouais, c'est plus de la luminothérapie ambiante où fallait arriver à faire quelque chose dessus. On nous l'a. Ça fait très New Age luminothérapie. C'était le pitch de départ qui était comme ça. Et donc toi tu fais les animations qui se déroulent dans ces écrans. Ouais, exactement. Fallait faire des boucles de 4 minutes. Il fallait proposer plusieurs boucles d'animation. C'est abstrait dedans ce qui se passe. Vu la définition des écrans, ouais, c'était obligatoirement abstrait. Au début, on avait essayé de prendre une approche justement qui était pas du tout abstraite en disant ouais, alors, vu qu'on est en gros au premier étage, qu'on voit la ville, on va essayer de faire des skylines avec des nuages qui passent derrière l'autre. Et en fait, ils ont adoré les nuages. Ils ont fait par contre la skyline, on virait tout ça. On veut juste des nuages. On veut que les gens y rêvent, pas que ce soit dans la ville. C'était un peu l'idée. Ok, donc si on va manger au premier restaurant de la Tour Eiffel demain, là, on voit ton travail ou pas encore? Normalement, ouais. C'est vrai que c'est déjà dessus, là? Ouais. Ok, très bien. Quoi d'autre? Juste avant... Attends, je réfléchis, parce qu'après, il y a des projets qui se sont marchés dessus. J'ai bossé pour Aya Nakamura. C'est vrai? Ouais. Ah, nous aussi. Sérieux? Bah, chez Jam, ouais. Ah oui, ça va, on a les mêmes personnes, on a les mêmes clients. Moi, du coup, j'ai bossé pour le visuel de la tournée. Donc ça se trouve, ça sera diffusé. Ah oui, et toi c'était vraiment pour directement elle. Nous c'était pour une marque qui avait un partenariat avec elle, j'avoue. Ouais, c'était pour les écrans derrière. Donc pour le concert de Aya Nakamura. Ouais, ça sera peut-être diffusé à Coachella, peut-être. D'accord. Donc ça a déjà été utilisé, j'imagine. Exactement. C'était il y a un mois ou un mois et demi, je crois. Très bien, très bien.
Ça a l'air classe. Ouais. Ça, c'était abstrait, concret, c'était quoi que tu faisais dans ces écrans? Eh bien, là, en fait, c'était le truc où c'était un peu chaud, en fait, en soi, c'est-à-dire que le studio s'était fait refuser plusieurs designs, parce qu'en fait, on est tombé dans le cas classique du proposé. Il nous faut un directeur artistique. Il y en avait un, en fait. Il nous en faut un autre. Ouais, mais donc, résultat, en fait, ils ont proposé plusieurs designs, et en fait, le problème, c'est que la réponse côté client, à chaque fois, c'était, alors, pas ça. Tu fais, et donc, je sais pas, mais pas ça. C'était qui cette personne qui disait pas ça? C'était pas elle? Non, c'était son directeur artistique à elle, si je suis correctement. Et après, donc résultat, en fait, c'est moi vu que je venais de terminer en fait un autre projet qui était pour Cartier, où ils m'ont dit en fait on voudrait que t'essaies de proposer un truc parce que le graphiste qui était en train de bosser dessus, ça commençait un petit peu à le saouler, ce qui est normal aussi. Je veux dire, quand tu proposes des trucs, tu sais qu'on peut te les faire modifier, c'est le jeu. Quand on te dit pas ça, c'est ça, quand on te fait non, et ça, non, et ça, sans explication. Non. Voilà, donc lui, vu qu'il avait d'autres trucs en parallèle, il était passé dessus, et puis résultat, après, je me suis dit, on va essayer de voir l'univers de la personne, donc j'ai pris des couleurs qui tapaient bien. On a fait une sorte de karaoké basé sur les paroles, vu qu'elle était en train d'écrire sur le téléphone, on s'est dit on va foutre ça dans des petites bulles en mode conversation iPhone. Oh, c'est tellement jeune. C'est ultra jeune, avec du bon gros glow en mode néon et puis des effets un petit peu 3D comme ça. Ouais. Et c'est passé? On a rajouté des palmiers aussi, et c'est passé. Bah nickel. Et le mec a adoré. En gros, on a eu la réponse 1h30 après, où c'était c'est bon, c'est la direction, on y va. Ok, classe. Genre le gars, il y a un autre graphiste qui a proposé 3 trucs, ça allait pas, mais il avait proposé des trucs qui avaient rien à voir avec Aya Nakamura et son univers visuel ou Bah si, en fait lui aussi il avait proposé des trucs qui étaient un peu en accord avec et qui étaient mais franchement hyper classe en fait, où il avait proposé il avait pris des approches en fait en matant un peu quels étaient les vêtements de la meuf et ce qu'elle affichait dans ses clips, donc en essayant de respecter tout, donc il a proposé des trucs mais qui avaient trop de la gueule, qui rendait hyper bien, et en fait il s'est bouffé des parce qu'il n'y avait pas les petites bulles SMS qui ça faisait pas jeune. Je sais pas, mais il avait une approche qui était hyper classe en fait, parce que justement en plus il lui avait dit ouais mais vu que tu portes telle fringue, enfin vu qu'elle porte telle fringue, on va essayer de prendre plutôt telle approche comme ça, et donc reprendre un peu des trucs au niveau un peu marque, en s'inspirant d'autres campagnes publicitaires pour que ça reprenne les codes de marque qu'elle utilisait. C'était instant. Donc non, il avait fait un méga taf. Et le mec s'est tapé, je ne sais pas, 90% des vidéos de sa tournée. Tu m'étonnes qu'il a dû overdose à la fin. Elle est partie un mois en vacances. J'en peux plus. Aya Nakamura, faut que j'arrête de l'écouter, je vais aller au Mexique. Non, le mec est trop cool en plus. Mais bon, donc... Et juste avant, j'ai bossé pour Cartier en parallèle avec un truc pour Vald. C'est quoi Vald? C'est un rappeur français. Ah ouais? Donc t'as pas une énorme culture rap. Pas franchement sur tout ce qui est récent, j'ai vraiment pas suivi quoi. Je dois avoir 10 ans de retard sur le rap français. Le mec a juste rempli Bercy. Ok. Et donc t'as fait quoi, genre le visuel derrière lui? Ouais, c'était aussi un des visuels qui était pour une des chansons que lui faisait. Et là où c'était quand même vachement plus cool que pour Aya Nakamura à titre perso, c'est que le mec en fait arrive avec une idée un petit peu what the fuck, qui dit ouais en fait là la chanson sur laquelle on fait le truc ça s'appelle Dernier Retrait, donc je voudrais un gros château entre Poudlard et Game of Thrones qui sort du Nil, mais qu'en fait ce soit une banque. Ok, continue, je note. c'est un peu ça. Puis après, peut-être tu proposes un petit truc qui fait ok, c'est nickel. Par contre, le A, je voudrais que ce soit un triangle Illuminati, puis qu'il y ait la lune qui passe derrière et que ça projette là-dessus. Mais ça a une signification vis-à-vis de ce qu'il dit ou de son univers, genre ses fans y comprennent, ou c'était juste total random? C'était un peu des deux. Un peu des deux. Mais parce que le gars troll énormément et joue sur plein de codes. En fait, il avait construit toute une histoire autour de son live qui était en gros sa scène, c'était l'avant d'un porte-avions. Ouais. Donc en fait, le DJ était dans une tourelle de porte-avions avec les canons là. Ouais, il y avait une énorme parabole sur scène qui faisait je sais plus 5 ou 6 mètres de haut. Et il avait fait tout un scénario où c'était le capitaine du bateau qui emmenait la foule vers le centre de la Terre creuse. Ok.
imprimer. Voilà. Et comment t'illustres ça, toi? J'ai pas géré cette partie, mais j'ai géré la banque. La banque qui est en fait un château entre Poudlard et Game of Thrones. Ouais. Donc du coup, t'as fait le château de Poudlard qui se construit avec des trucs mécaniques qui montent et qui descendent de partout. C'est exactement l'idée. J'ai fait le mix des deux, j'ai pris des tours Poudlard des tours Poudlard en mode vraiment super haut, puis après faire différents niveaux. Ça doit être super classe. J'ai envie de voir cette animation. Ça va être difficile, parce que je crois que le seul truc où tu dois pouvoir les trouver, c'est s'il y a des gens qui ont pris des... filmé le concert. Ouais. Et le reste, je crois que le studio a... Enfin, c'est pas je sais qu'ils ont envoyé du coup un mec sur place pour capter les images pour que eux puissent les utiliser. On va faire un DVD. Non, en fait, juste qu'eux puissent les utiliser au niveau réel, mais en fait, moi, en tant que graphiste, quand t'es sous contrat avec eux, t'as un moment où les droits appartiennent au studio pendant un temps défini. Ah, pendant un temps défini. Donc au bout d'un moment, t'as quand même le droit de montrer ta création. Ouais. Ça, c'est souvent en fait un point de blocage que j'ai eu avec certains autres clients, parce que t'as certains clients en fait qui n'avaient pas lu le contrat, mais qui l'avaient signé. Donc c'était un point de friction où les mecs en fait m'avaient contacté en disant on a vu que t'as mis ça sur ton site, retire tout parce que t'as pas le droit. Et nous on veut pas que tu affiches le moindre travail qu'on ait fait ensemble. Et toi t'as dit si vous avez signé que vous aviez le droit, que j'avais le droit. Ouais. Fallait lire les mecs. Ouais, mais résultat, la problématique, c'est que quand t'es là, tu te rends compte que tu vas y avoir un énorme shitstorm. Quand à ce niveau-là, tu dis, donc je fais quoi? Est-ce que j'appuie en disant, bon, ça fait plusieurs mois qu'on taffe ensemble, je peux pas me permettre de rien afficher pour les prochains clients? Ou, je fais OK parce que j'ai envie de rebosser avec vous, et que si j'affiche le truc, c'est fini. Tu fais quoi alors? J'ai expérimenté les deux. Donc c'est vrai que quand tu fais écoutez, vous avez signé, j'ai les droits, les gars ils font d'accord. Et tu en as plus jamais parlé tu n'entends plus jamais parler de ta vie. Ou alors ils te sortent un truc en disant oui, mais sinon vous pouvez faire une protection par mot de passe. Et là tu fais oui, mais c'est un site client. Et je vois pas ce qu'ils ont de quoi ils ont peur en fait. En fait, généralement dans ce domaine où ils refusent que tu fasses ça, c'est-à-dire qu'ils vont accepter que tu partages le produit final. Mais tout travail de design préparatoire, ou tout travail que tu as fait en fait en amont, ils veulent pas que tu l'affiches parce qu'en fait, des gens de la prod qui n'ont pas forcément eu accès à ces réunions peuvent voir des designs qui ont été refusés et où après ils pourraient se retourner contre le studio en disant mais en fait tel design, pourquoi vous l'avez refusé? Moi j'aurais préféré ça. C'est pour ça? C'est une des raisons. C'est pas les seules, mais c'est pas la seule, mais c'est une des raisons. Quoi. C'est parce qu'il y en a aussi qui ont vraiment juste pas envie qu'on montre toute la partie. Je veux dire vraiment de création qu'il y a un peu au sein de leur studio. Quoi. Après, tu peux pas le montrer sans citer le client ou des trucs comme ça, parce que finalement, toi, sur ton site, ça reste quand même assez confidentiel, quoi. Il n'y a pas tout l'internet du monde qui passe. Oui, sur c'est site. ouais, mais justement, c'est un peu ce que justement j'avais essayé de négocier ou de dire quand t'as avec des gens comme ça, en gros de leur dire mais en fait, j'ai quand même un truc qui est réduit et c'est un site que je vois uniquement à des clients. C'est pas genre si tu dis je suis pas en train de l'afficher et puis j'ai pas montré comment c'était en interne chez vous, j'ai pas montré chacun des trucs, enfin tu le fais uniquement sur tes parties à toi, mais moi après on va dire c'est un débat total, t'adhères ou t'adhères pas. Après est-ce que toi des fois ce que tu fais c'est que t'as certaines choses que tu montres à des clients mais qui sont pas en ligne, qui sont sur des espaces privés en ligne? Ça m'est arrivé, mais en fait tout le monde dans le milieu fait ça parce que tu sais que t'en as certains où justement en fait comme je te disais, pour avoir expérimenté les deux, c'est des fois t'es un peu obligé de reculer face à certaines entités. Je veux dire, c'était face à un studio, ils sont 150, tu sens que derrière t'as la machine juridique où les gars ils te font non, mais vraiment t'as pas envie de perdre ton temps c'est le gars qui te fait comprendre en disant non, vraiment en fait vous pourrez pas le diffuser. Et t'en as aussi qui direct le disent, où ça m'est arrivé il y a 6 mois sur un projet, en fait le client te dit en fait là on va bosser pour un truc qui est confidentiel, qui sera diffusé en interne. Donc je suis désolé, mais le truc quand c'est fini, non, malheureusement, même nous on ne pourra pas le montrer en fait. Ok, mais tu peux quand même le montrer en tête-à-tête à quelqu'un pour lui montrer ton travail? Normalement, ouais. C'est un truc qui est acceptable, qui est accepté et toléré généralement. Si le mec, c'est comme si je te le montre là, à toi devant avec un écran, il n'y a rien qui va transparaître du truc. Quoi. Cool. Puis encore une fois, je suis dans un domaine qui est publicitaire. Quoi. Je suis pas dans de la technologie ou de la défense ou de l'aérospatiale. Ouais, c'est pas des trucs hyper touchy. Quoi. Ouais, c'est ça. Sécu. Et tu disais que souvent, les choses que tu produis, du coup, t'as pas le droit de les diffuser pendant un certain temps. Ouais. C'est combien de temps en général? Là, le studio avec lequel je bosse, c'est 2 ans.
Donc pendant 2 ans, tout ce que tu as fait avec eux, tu peux pas le montrer, mais après tu peux le mettre sur ton site en mode public et ils vont pas t'emmerder, quoi. Avec eux, eux ils sont relativement cool, si tu peux un peu causer avec eux, dans le sens où tu peux vraiment sur un site perso le mettre, mais c'est en fait pendant 2 ans, les droits leur appartiennent à eux. C'est-à-dire que à partir de... ils veulent bien que tu le montres quand même sur ton site. Si, généralement quand c'est sorti chez le client et que le truc est en place, oui, tant que c'est pas en place, c'est normal que tu puisses rien sortir, quoi. C'est comme un mec qui dirait regardez, j'ai fait tous ces designs pour le film, il sort dans 6 mois. Et le fait que les droits leur appartiennent, ça veut dire que eux ils peuvent utiliser ces productions, ces images pour comme bon leur semble. Ouais. Et c'est tout en fait. Ça veut pas dire qu'ils ont les sources ou des trucs comme ça. Ah si, généralement en fait t'es aussi tenu de filer les sources. Enfin, de base le client peut te les demander, et aussi souvent tu bosses rarement seul sur un projet, quoi. Donc, tu partages les sources. Ouais. Et après ces 2 ans-là, toi tu peux leur dire non s'ils te demandent à utiliser les trucs, quoi, si je comprends bien. Donc, faut que tu redemandes de la thune. Après, encore une fois, je pense que tu rentres dans un domaine où t'as pas trop envie de jouer comme ça, avec le studio te fait bah là, vous m'enlevez ça de votre IR parce que c'était moi. Le contrat il dit 2 ans. Ouais, donc non, c'est de toute façon 2 ans après, limite tu t'occupes plus de ce truc là, quoi. Oui, clairement, je dis un truc que t'as fait il y a 2 ans, sorti de la tête, quoi. C'est un peu ça, quoi. Généralement ce que tu montes en prod, c'est ce que t'as fait il y a 1 an et demi. Après le reste ça tombe un peu complètement dans l'oubli, quoi. Sauf si vraiment t'as fait un truc extraordinaire où tu sais que tu vas pouvoir capitaliser dessus. Tu vas le montrer pendant 10 ans. Et regardez, j'ai fait ça. T'en as, ils le font. Mais t'as certains studios, c'est ça, des fois tu regardes le truc, ils font bossé pour Google, tu regardes en 2011. C'est exactement ça. Là, tu vois campagne de 2012 à Ultra, tu fais, ça... Bah ouais, mais ça fait quand même une super pub, quoi. Ça fait 1h06 qu'on discute. Ça fait pas mal. Ça fait pas mal. En général, je fais 1 heure de podcast. Et du coup, sur la fin, ce que je demande, c'est est-ce que tu as envie de me poser une question pour conclure ce podcast après toutes ces questions que je t'ai posées? N'importe quoi, on s'en fout, ça peut être ce que tu veux. Et on conclura sur ça. Même des trucs chiants? Bah, je te dirais non si c'est trop chiant, mais tu peux toujours demander. Non, question, je sais pas, je pense que... Bah, je t'aurais juste demandé si c'est cool de bosser avec Scalesor, mais bon, je pense que ça... Ouais, c'est cool. Je pense que j'ai déjà la réponse. Ouais, si, c'est cool. Là, ça fait 4-5 mois, 5 mois, je crois, que je suis chez John. Et ça se passe bien pour l'instant, c'est très bien. Et tu vas y rester? Pour l'instant, je compte y rester. Ma période d'essai se finit dans 1 mois, donc on va voir si ça se continue. J'ai bon espoir, on verra. Mais ouais, c'est cool ce qu'on fait, j'aime bien. Et puis je suis assez autonome sur mon travail. Il est pas trop sur mon dos, ça va, tu vois. Genre au début, il regardait toutes mes PR et tout. Maintenant, ça va, il me laisse tranquille. Il revient juste de temps en temps de dire « Ah, c'est dégueulasse ça !» Et puis je suis d'accord, donc ça va. Mais tu vois, c'est normal, t'as toujours un moment où quand un autre développeur regarde ton travail, il y a toujours des trucs à redire. Oui, mais c'est quand t'es tout seul sur ton truc. C'est dans tout domaine, tu fais pas tout très bien, quoi. Donc ouais, si, ça se passe très bien, c'est cool. Venez bosser chez Jam. Enfin, s'ils recrutent. Ouais, parce t'avais entendu cette histoire comme quoi ils avaient eu plein d'employés pendant un moment, et puis en fait, les finances étaient pas bonnes, et donc il a fallu se séparer de plein de monde. Et il m'avait raconté que c'était assez dur humainement de faire ça. Ouais, j'en avais parlé avec lui, et ouais, c'était un des trucs justement, il m'a dit j'ai plus jamais envie de revivre le truc, donc on va y aller très doux sur les gens. Et ça m'a fait penser à ça quand t'as parlé de l'histoire de ces studios qui avaient embauché trop de gens et qui se retrouvent à payer 80 salaires ou 30 salaires alors qu'ils avaient plus de contrat. Ouais. Bah, c'était un peu la situation dans laquelle ils s'étaient retrouvés, quoi. Ils avaient voulu aller trop vite avec trop de gens en CDI et ils avaient plus les moyens ils cramaient énormément de cash à chaque mois, et puis il n'y avait pas assez de rentrée d'argent, donc ils ont pas mal changé les choses. Donc maintenant, en fait, il y a presque plus de travail que de gens pour le faire, mais du coup c'est un meilleur équilibre quand même. C'est mieux d'avoir trop de choses à faire et trop de potentiel rentrée d'argent que pas assez, quoi. C'est le même au studio auquel je suis, c'est un peu ça aussi. Donc ouais, ça se passe bien pour l'instant, ça va. Voilà. Bah, merci Surcouf. Merci à toi. Et puis au revoir tout le monde. Ciao. Tchou.